Bonjour Thomas, Bonjour. bienvenue dans Happy End, le podcast. Aujourd'hui, je suis trop contente de te recevoir parce que tu as vécu une histoire incroyable. Si on remontait un peu l'histoire, ça remonterait quand tu avais environ 26 ans, c'est ça? Ouais. On est en 2010. Mmh. Qui est le Thomas de 2010? Alors en 2010, j'habite en Allemagne, dans une toute petite ville qui s'appelle Osnabrück, qui est une ville au sud de Brême. C'est un peu une ville genre Angers, dans le nord de l'Allemagne, voilà. Je travaille là-bas depuis à peu près 2 bonnes années, 3 ans, j'ai plus exactement les années en tête. Et tu fais quoi dans la vie Alors là-bas? je vends du matériel agricole, voilà. Mais que pour les Allemands ou un Non, peu justement, en partout? fait, je travaille pour une marque allemande Ok. et mon secteur, je suis à l'export. Je vends en Espagne, au Portugal, au Maghreb et en Amérique latine. Waouh, Voilà. ok. Et tu adores ta vie en Allemagne? Tu aimes vivre là-bas? Je vais pas dire que j'adore, c'est pas vrai. Mais pour moi, on m'a formé plus ou moins à ça. Donc je fais ça. tu, C'est mon job. Mais tu le fais pour la carrière. je fais pour la carrière. Je suis à l'étranger. Voilà. Je vis en Allemagne et Et ça fait combien de temps que tu vis en Allemagne à ce moment-là? ça fait 2 ans. Ok. Ça fait 2 ans. Oui, ce job, je l'ai pris, je crois, début 2009. Et donc, au début, je suis pas du tout dans ce secteur export. Au début, je travaillais à l'usine. Donc, j'ai vécu pendant des mois à Leipzig, au sud de Berlin. J'ai vécu aussi un peu plus au nord, plus proche de Brême. Je travaillais dans les usines et tout ça. Et vraiment en tant qu'ouvrier. Parce que là-bas, en Allemagne, la formation, les gens, on ne devient pas commercial comme ça du jour au lendemain, en fait. On commence par apprendre le produit, le monter, on comprend ce que c'est une usine, on comprend ce que c'est les horaires d'un ouvrier, et après on passe dans les secteurs, dans d'autres départements en fait. Ah ok, donc en Allemagne, en tout cas à cette époque-là, Mhm. c'était encore, on gravissait les échelons, quoi. Ouais, en tout cas, tu ne deviens pas commercial comme ça du jour au lendemain. Non, on nous apprend vraiment à apprécier le travail d'un ouvrier, à le comprendre, à le faire, et après, tu peux être que commercial export. Mais donc du coup, toi, ton objectif quand t'es jeune, à ce Mhm. moment-là, c'est d'être commercial? Non, mon objectif, en tout cas, c'est pas forcément mon objectif, mais c'est peut-être l'objectif de mon père, c'est de reprendre la filiale française de cette marque allemande. Mais pourquoi? Parce que ton père, il est dans ce domaine-là? Voilà, mon père et mon grand-père étaient dans ce domaine-là. Chez cette Cette marque, entreprise? en gros, t'imagines, c'est comme si c'était Volkswagen, qui est une marque allemande, et bah mon père, c'est le patron de Volkswagen France. Comme l'était D'accord! avant mon grand-père. J'ai très bien compris. Donc en gros, ton père, il te dit, tu vas, pour reprendre le Oui, truc un peu familial, on va dire, tu vas aller faire tes armes voilà, et tu vas aller apprendre le taf à la source, quoi. voilà, Et quand tu as 26 ans et que tu es enfin commercial, ça fait 2 ans un peu que voilà. tu es ouvrier et tout, tu gagnes bien ta vie à ce moment-là? Ouais, je gagne bien ma vie, ouais. Tu as 26 ans, tu gagnes combien à peu près? Je sais pas, je dirais, ouais, j'ai 26 ans, je gagnais entre, je sais pas, entre 3 000 et 4 000 € par mois. Ah ouais, c'est hyper bien. Ouais. Et est-ce que la vie, elle est chère en Allemagne à ce moment-là? Non, elle est pas chère, et puis Ah surtout, c'est ouais, que je suis jamais chez moi. ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas de vie, en fait. Tu es commercial, export. Donc, un jour, tu es à Madrid, après, tu es à Lisbonne, après, tu es à Casablanca. Ça fait rêver. Au début, tu es très content de faire ça parce que tu vois du pays, tu croises des gens, tu découvres tout et c'est assez grisant. Mais après, quand tu prends l'avion plusieurs fois par jour et que tu rentres chez toi le vendredi soir tard et que le lundi matin, tu repars, Ah ouais, c'est au un bout de... métier Ouais, fatigant. c'est compliqué. Et puis en plus, j'habitais en Allemagne. Donc, moi, je suis français. J'ai grandi entre Paris et les Yvelines. Donc, toute ma famille, mes copains, ils sont là, à Paris et en grande région parisienne. Donc, j'avais une vie quand même assez solitaire en Allemagne, mais avec des amis allemands que j'ai toujours aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup développé. Donc, au début, je vais à Madrid. Je vais rencontrer des gens, les importateurs, les clients. Je vais vers Valladolid, après je vais dans la banlieue de Lisbonne, je vais au Maroc et en Tunisie, et c'est génial. Et puis un jour, on me dit Thomas, il va falloir aller en Amérique latine. Quand on dit tu dois aller en Amérique latine, tu dois y vivre? Non, Non. je dois aller pour rencontrer des prospects, des importateurs. Historiquement, c'est un peu comme le milieu automobile pour les États-Unis. L'Europe, on a des normes agricoles et on a du matériel agricole qui n'est pas vraiment comme celui des Américains en général. C'est-à-dire que par exemple, tu vois le marché de la voiture aux États-Unis, ils ont des gros pick-up, des grosses bagnoles, pas comme nous, on a des Twingo. Voilà, c'est pareil en Amérique. Donc en Amérique latine, le Brésil, c'est pas un pays pour nous, c'est des grandes, grandes, grandes étendues, comme aux États-Unis, comme en Russie, comme au Canada. Donc notre matériel, il n'est pas bon. En revanche, il y a des plus petits pays comme l'Uruguay, le Mexique aussi, et le Chili,
Qui sont plus adaptés Ils sont plus adaptés nous. parce que le Chili, c'est un pays très, très étroit. Bah, si tu regardes, on va dire, le sud du Chili, c'est la Finlande, et le nord du Chili, on va dire que c'est le Maroc. C'est un pays hyper, hyper, hyper étendu. Mais donc, ils ont l'océan, des plaines au pied de la cordillère des Andes et la cordillère des Andes, en fait. Donc, ça, pour te dire, le Chili, moi, ça me fait penser un peu au pied des Pyrénées, au niveau de Perpignan. Tu as du maïs, tu as des cultures avec des élevages. C'est très petit, donc le matériel est très adapté pour le Chili. Donc, on m'a dit, Thomas, tu vas aller en Amérique latine, mais quand tu vas en Amérique latine, tu n'y vas pas pour 3 jours, quoi, tu vois. Et donc, tu y allais pour combien de temps? Mais j'y allais, je sais pas, pour... Tu faisais le tour d'Amérique. Je partais 2 à 3 semaines. Ok. Et tu faisais le tour d'Amérique latine? Alors voilà, je me souviens plus exactement ce que je faisais, mais souvent je faisais Mexique, Chili, Uruguay, Argentine, et je repartais. Ok. Ou dans un autre ordre, je me souviens plus, quoi. Et t'étais plutôt bon dans ce que tu faisais ou pas? Ouais, j'étais plutôt bon. Non, mais objectivement, je vois que tu retiens un peu le truc. Non, j'ai fait des erreurs. Ouais. J'ai perdu des trucs, Au début, t'es jeune, t'as 25 ans, tu penses que t'as tout compris, et Non, en fait, non, il y a des vieux de la vieille qui vont t'expliquer que t'as perdu des marchés, et toi, t'avais pas vu les choses parce que tu sais pas et tu crois savoir. Et oui, j'ai été bon parce qu'un jour, par exemple, je vais sur un salon au Mexique, et j'ai un importateur mexicain. Donc j'ai mon matériel. Il y a un matériel d'une autre marque allemande, et un autre matériel. Et à la fin, la fin du salon, je suis à l'aéroport de Mexico City et je dois repartir. Et le patron de la marque, qui avait le même importateur que moi, me fait une proposition. Oh, j'adore. Il me dit, Thomas, je t'ai vu toute la semaine. Oh, j'adore. Et il m'a dit vraiment, j'ai adoré, voilà, je vais te faire une proposition. On se voit dans 2 semaines à Paris, je te laisse réfléchir. Et il me met une proposition, là. Une Et belle propale. il me dit, voilà, clairement, je vais monter ma boîte, je cherche un importateur, je cherche quelqu'un comme toi pour le Brésil. Voilà, tu serais le patron au Brésil. Je te Voilà. crois pas. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, ton père, hein. Ah oui, voilà. Ouais, bah, voilà. Donc, voilà. Et donc après, donc je l'ai rencontré à Barcelone, après je l'ai rencontré à Paris, et puis finalement j'ai décliné. Pourquoi t'as décliné? Pourquoi j'ai décliné? Parce que je le sentais pas humainement. Parce que j'avais pas encore envie. C'est une personne que je respectais, mais j'avais pas envie. Le matériel n'était pas très intéressant à vendre, avec tout le respect que j'ai pour cette marque. Et puis en plus, partir au Brésil, quoi. Tu vois, Ouais. là, t'es en Allemagne, t'es sur le même créneau horaire. Ça faisait quelques années que j'étais déjà à l'étranger. Tu pars au Brésil. Alors certes, l'aventure est géniale, mais Ouais, c'est une autre vie. une autre vie. Là, je me dis, voilà, c'est une autre vie, c'est encore un autre bon. Est-ce que tu as envie de ça? Et à ce moment-là, j'avais pas envie de ça. Pourtant, la proposition financière, elle est Ah oui, à ce moment-là, tu te dis, c'est bon. C'était incroyable. Oui. C'était quoi? C'était quoi? T'as- C'était de l'argent. Non, mais. À moins que t'aies honte de parler d'argent. Non. Moi, j'ai pas honte, mais Non, en j'ai plus, pas surtout. honte, mais je me souviens, c'est que je sais pas ce que ça représentait, mais pour l'époque, c'était quelque chose comme, c'était entre 80 et 100 000 euros par an. En salaire? Oui. Oh! Ah ouais, c'est énorme. À Ouais. 26 ans, tu fais une proposition comme ça? Oui. Bravo. Mais bravo d'avoir refusé. J'en ai refusé d'autres, hein, parce que, mais ouais, en fait, on prend, Mais je comprends. on achète ton temps, on achète ta vie, donc. Non, à mais un je moment, comprends. Toi, t'es famille? Oui. Ouais. Ah oui, oui. Oui, donc c'est mais après, à un important. moment, tes familles, mais même c'est surtout, t'as envie de penser à toi, de ce que t'as vraiment envie de faire. Et oui, je suis famille, évidemment, à un moment. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, tu dis que déjà, t'es en Allemagne, déjà, t'es loin. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont famille, mais qui, tu vois, qui vont faire passer la carrière avant tout. Et voilà, mais bon. Ben ouais, faire passer la carrière avant tout, mais est-ce que c'était cette carrière que je voulais? Mm. Ça, c'est ça. Ok. Je pense pas. Voilà. Et donc, tu pars en Amérique latine. Mm. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, pour être tout à fait honnête, je me souviens plus si c'était mon premier, deuxième ou troisième voyage là-bas, parce que j'en ai Ah ouais? fait quelques-uns des voyages. J'en ai beaucoup fait en Europe, j'en ai fait 1 ou 2 ou 3 en Amérique latine, je sais plus quoi, 2 minimum ou 3. Et un jour, donc je me souviens très bien, c'est que je fais un Francfort-Santiago du Chili. Je vais parcourir le Chili avec un nouvel importateur, qui est une petite maison familiale, créée par un Allemand qui habite au Chili. Parce qu'il y a des Allemands qui habitent au Chili. Voilà. Et je me souviens très bien, c'est que je fais donc Francfort-Santiago du Chili, et c'est long, c'est 14 heures de vol, et je me souviens toujours de moi, Santiago du Chili, pour moi, c'est un peu une consécration, dans le sens où ça me fait penser à Franck Dubosc qui dit « J'étais à Santiago du Chili en train de boire un verre de tequila con leche », et Santiago du Chili, c'est un peu l'autre bout de la planète, et ça y est, j'y vais. Donc je suis hyper content.
Et en fait, Santiago du Chili, mais en fait, c'est une ville, quoi. C'est pas. J'avais un peu l'impression que ça allait être un peu, un repère de Mexicanos. Et pas du tout. C'est une ville, c'est un peu. Normal. C'est une ville normale. Il y a des immeubles, il y a un aéroport. C'est très européanisé. Ça vit. C'est un peu. Voilà, il y a des immeubles comme au boulevard Haussmann. Mm. C'est très. Voilà. Ah ouais, Ah ok. ouais. C'est pas du tout. C'est pas du tout comme on s'imagine, quoi. Vraiment pas, quoi. Après, moi, je m'imagine pas Santiago du Chili. Oui, voilà. Mais dans ma tête, Santiago du Chili, limite, les gens, ils allaient m'accueillir, tu sais, avec les guitares, la tequila et tout. Mais non, rien. Voilà. Bon. Et là, j'arrive à Santiago du Chili, mais on me dit, c'est pas qu'on me dit, le programme, c'est que je reprenais un autre avion. Donc, c'est comme si j'arrivais à Paris Ouais. et que là, je fais un Paris-Perpignan. Ok. Et donc, je fais Santiago du Chili, Concepción, qui est une ville peut-être à 800, 900 km au sud de Concepción. Et là, le commercial avec qui je vais travailler toute la semaine pour aller voir des prospects, des clients, des fermes et tout, me récupère avec son pick-up. Et on va à l'hôtel. Et puis voilà. Et là, je vois le Mexique pendant une semaine. Non, le Chili. Le Chili, pardon, le Mexique, t'imagines. Ouais. Complètement paumé, le mec. Et donc, on descend en fait toute la semaine, on fait peut-être 300, 400, 500 km par jour, et toute la semaine, je me retrouve dans ce pays qui est bloqué entre le Pacifique et la cordillère des Andes au mois de février. Et le mois de février, là-bas, c'est l'été, quoi. C'est Donc, magnifique. Hyper beau, hyper chaud. Les gens sont dehors, c'est une vie limite méditerranéenne, mais c'est hyper agréable. Je rencontre des gens hyper sympas. Je vois des paysages magnifiques. C'est dans les plus beaux paysages que j'ai vus de ma C'est vie. pas Ah ouais, vrai. il y a cette espèce d'énormité qu'est la cordillère des Andes, cette puissance du Pacifique. De mémoire, je me souviens de sommets enneigés, et puis il y a ces volcans, et puis ces champs, et puis Oh. c'était très très beau. Et puis ça faisait du bien, après tant de grisailles en Allemagne Ouais. et européenne, Puis en février, ouais. d'aller en février là-bas. Donc je suis hyper On content. mange bien au Chili? Ouais, on mange bien. Tu sais, je me souviens, c'est qu'on s'était arrêté dans un petit bled. Il y avait comme des empanadas, des trucs comme ça. Après, je me souviens, c'est que vu que il s'appelait le commercial s'appelait Ricardo Winkler, un Chilien mais d'origine allemande. À chaque fois, on s'arrêtait souvent dans des rades un peu allemands, dans des brasseries allemandes. Oh là là. Voilà. Donc, bah merci le Ouais. dépaysement. Quoi. Ouais. Super. Moi, j'étais là. On peut aller là-bas plutôt. J'aurais bien aimé avoir du chili con carne. Et je me retrouve avec de la choucroute. Les boules, quoi. Non. Donc, après, pour être tout à fait honnête, je me souviens plus ce que j'ai mangé. Mais après, oui, il y a eu du dépaysement au niveau de la nourriture, évidemment. Je sais que tu aimes beaucoup la nourriture dans les gars. Non, mais parce que tu m'envoies du voyage là, donc je m'imagine là-bas. Enfin, ça a l'air incroyable. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que je parcours on descend au sud et on s'arrête. Et donc, je me souviens très bien, c'est que le Ricardo m'explique un petit peu la cordillère des Andes, les volcans et tout ça. Et il me ramène au bout d'une semaine, 10 jours, à Concepción, un soir, je me souviens, fin février. Et de Concepción, je reprends l'avion pour Santiago. Voilà. Pour le lendemain, je ne m'en souviens plus, repartir en tout cas au Mexique ou en Argentine, tu vois, pour continuer ma tournée sud-américaine. Et donc, la semaine a été longue, c'est-à-dire que tu te retrouves tous les soirs, tu fais beaucoup de bagnoles, tu rencontres des clients, des prospects, des gens, et puis le soir, tu manges tu manges au restaurant avec quelqu'un, donc tu te retrouves dans ta chambre tard, vers 22h, 23h, tout seul, pour déconnecter. Tu te prends une douche, un bain, et puis 6 heures plus tard, tu te réveilles et tu refais la même journée, quoi. Voilà. Donc, quand j'arrive à Santiago du Chili, après avoir pris l'avion depuis Concepción, je suis fatigué. Et je me dis, Santiago du Chili, il est 19h, j'ai mon hôtel tranquille, 8e étage, je sors tout seul, comme un grand. Je me dis, je vais aller dans Santiago. Je vais dans Santiago, je trouve vraiment une brasserie, je pense, touristique, comme on en fait beaucoup dans les grandes villes, avec, tu sais, ces grands miroirs, ces grandes banquettes rouges et tout ça. Et là, je prends une bonne pièce de viande et un méga bon vin rouge, quoi. Je me souviens, je veux me faire plaisir, je suis tout seul, mais j'y vais, quoi. Et puis, je rentre à l'hôtel. Voilà. Okay. Je rentre à l'hôtel et je me couche. Voilà, je suis éclaté. Je sais que j'ai un vol le lendemain. Je ne sais plus exactement à quelle heure, mais en tout cas, j'ai une nuit potable de quelques heures et je suis tranquille, quoi. Et je dors.
Et il est donc 1h37 du matin. Et là, je me prends ma lampe de chevet sur la gueule. Je me réveille, hein, parce que c'est quand même... tu te prends un truc sur la gueule, tu te dis qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre ou pas? Et là, en fait, je me lève assez rapidement, mais je tombe. Ok. Et je tombe, je n'arrive pas à tenir debout. Et je me souviens, c'est que là, je roule plus ou moins en essayant de me retenir. Et là, je suis projeté sur la vitre, en fait. Il y a une énorme... Ma fenêtre d'hôtel, c'était une grande vitre. Comme on fait à New York, c'est Voilà, ça? tu vois, bon, j'étais pas à New York. Non mais comment? Mais tu vois, voilà. Mais je vois très bien. Voilà, On voit sur les stories des gens. Et en fait, je suis projeté vers cette vitre. Et là, en fait, je me dis, mais je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Vraiment, j'ai peur. Et là, je vois que l'immeuble bouge. Et l'immeuble bouge. Et là, je vois le vide devant moi. Et là, je me souviens. En une demi-seconde, il y a toutes les discussions que j'ai eues avec Ricardo Winkler, le fameux commercial qui m'a amené dans les brasseries allemandes. Il me parlait des volcans, il me parlait de la tectonique des plaques, et il me parlait que voilà, ça va, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de problème. Sauf que là, le problème, il est là, maintenant. Là. Comme ça te fait, d'un coup. Ah ben là, d'un coup, je me dis, c'est sûr. Et en fait, là, il y a une force, c'est même pas une force surhumaine, c'est une force surnaturelle. Je suis en caleçon dans cette chambre, et là, je me dis, il faut sortir. Il faut sortir de cet endroit parce que je suis au 8e étage. Je suis au 8e étage et là, ça va s'écrouler, quoi, c'est sûr. Et là, je commence à entendre les gens qui crient dans les étages à côté, dans les couloirs. Et là, j'allume la lumière s'éteint tout de suite. Et en fait, là, quand je m'étais couché, vu que je connaissais pas bien Santiago, je me suis dit, au cas où il y a des banditos qui veulent m'agresser, moi, le beau gosse chauve du coin... Déjà chaud à 26 ans? Bon, ça va. En tout cas, oui, moi je l'étais plus ou moins, ou alors j'avais quelques... T'assumais pas encore? Voilà. Mais j'avais pas les cheveux longs, quoi, tu vois. On était sur... Voilà, c'était pas très glorieux, quoi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais mis la chaînette de sécurité. Tu sais, dans les hôtels, tu peux fermer le loquet et puis tu as une chaînette de sécurité. Bien sûr. Et donc j'ouvre la porte. Mais il fait nuit, quoi. Je veux dire, quand j'ouvre la porte pour sortir, je vois tout le monde qui s'enfuit. Tous les gens s'enfuient et crient et pleurent. Et toi, t'es bloqué. Et moi, je suis bloqué. Et je peux pas sortir de ma chambre. Et tu comprends plus, tu sais pas pourquoi? Je sais pas pourquoi tout de suite. Et en même temps, je suis... ça bouge. Donc je n'arrive pas à me rester près de la porte. Je ne peux pas rester près de la porte. Donc je me souviens, c'est que je me suis agrippé à la chaînette. Et là, dans ma tête, je me suis dit, hier soir, quand j'ai fermé la chaînette, il faut appuyer dessus pour qu'elle rentre dans un chenal et qu'elle puisse s'enlever. Mais pour avoir cette pensée-là, à ce moment-là, c'est un truc... j'ai mis 20 secondes. Donc j'ai pris sur moi, j'ai dit, allez, tu te concentres. C'était Fort Boyard. Sors, prends la clé, sors. Sauf que c'est pas Fort Boyard, quoi, tu vois. Et là, en fait, la chaînette se libère, la porte s'ouvre, et là, il y a un flot humain de gens, de personnes de femmes en nuisette, d'enfants, d'hommes qui courent pour s'échapper. Et moi, là, je suis en caleçon. J'ai mon fameux caleçon parachute et j'ai plus de fringues. Ça fait 8 jours que j'ai pas fait une lessive. Donc, j'ai le fameux caleçon parachute le plus horrible, celui qui reste au fond à chaque fois. Et je chope, je pense, mon BlackBerry. À l'époque, c'est des BlackBerry, il n'y a pas l'iPhone encore. Il y a peut-être l'iPhone, mais je l'ai pas. Et les clés. Et je pars. Et en fait, là, je suis dans le couloir et je suis pris dans un flot humain qui se dirige vers... Sortie de secours. Vers l'escalier, parce que tu prends pas l'ascenseur. Les miroirs tombent, les plantes se renversent, la lumière est coupée, il y a des fissures dans les murs. C'est-à-dire que l'hôtel, il reste debout, mais il se désintègre. J'ai peur, les gens pleurent, les gens crient. C'est quelque chose d'assez perturbant. Et on est donc au 8e étage. Et... en fait, j'ai été un salaud, quoi. Faut vraiment se retrouver devant le fait accompli pour réaliser ce qu'on va vraiment faire, mais j'ai pas été très gentleman à ce moment-là. J'ai pensé qu'à ma vie. J'ai vraiment pensé qu'à ma gueule, quoi. Et j'ai descendu 8 étages, mais très salement. Tout le monde, je veux dire, il n'y avait pas mais ça se comprend. C'est pas... c'est la nature humaine. La peur de mourir, l'adrénaline que tu reçois dans ton corps, plus... les circonstances, c'est-à-dire que l'hôtel, tu es dans le noir, les gens ils crient, ils pleurent, tu t'entends des trucs qui tombent, tu te demandes si ça va s'écrouler.
C'est quelque chose de hyper. C'est pas flippant, c'est au-dessus de ça, quoi. Et il y C'est a la peur de ta vie. c'est la peur de ma vie. Ah, c'est la peur de ma vie. Mais je comprends, hein. Et il y a un sifflement, il y a. Et donc, je descends. Je crois que j'avais écrit ça, c'était que j'ai descendu 8 étages, je pense, allez, je sais pas combien de secondes, mais en 15 secondes, j'en sais rien. Ah, tu pensais était Ah oui, vraiment j'ai très, été très, très, très je me rapide. souviens, c'est que c'était une grande cage d'escalier, assez grande, mais je sautais, tu sais, Oui, d'un niveau à un demi-niveau. à un autre niveau, mais de rambarde en rambarde. J'ai fait un limite, j'étais Tarzan ce jour-là. Tu sais, c'est un truc, c'était complètement incohérent. On me demanderait de le refaire où il y aurait une caméra de sécurité. Ils se disaient, il y Tu a des- croirais pas que c'est toi. Non, Ouais. tu penses pas que c'est toi. Donc, je descends cet escalier jusqu'où je peux le descendre. Évidemment, je descends trop bas. C'est-à-dire que je descends en -1, tu vois. Je me dis, c'est bizarre, il n'y a plus personne. Le con, quoi. Tout le monde s'est arrêté au 0 parce qu'ils avaient repéré. Moi, je descends en -1, j'ouvre la porte, je suis au parking. Et là, il y a... Là, il y a toutes les bagnoles qui me font, c'est pas là. Il y a les klaxons, les warnings. Mais non, tout est en. Ah bah Ah ouais. toutes les bagnoles sont en Ah bah warning. oui, parce que ça a bougé dans tous les sens. Et là, je vois tu sais, les poteaux. Arrête. Qui bougent. Oh là là. C'est un enfer. Et ça continue. Et là, je me dis, mais je devrais pas être là en fait. Faut pas que je sois là. Et je remonte d'un étage. Tu vois les enfants qui pleurent, même les maris. Donc on est au Chili, donc tout le monde parle en espagnol. Je parle l'espagnol, mais à ce moment-là, les gens parlent avec une vitesse et avec du trémolo dans la voix. Et là, on nous dit, il faut sortir et rester entre la rue et le hall. Il faut pas aller trop loin. On sort. Donc il est 1h40. Je crois que le tremblement de terre a eu lieu à 1h37 de mémoire, le 27 février, je crois, 2010. Genre 3 minutes après, t'es dans la rue. Ouais. Oui, 3-4 minutes, en tout cas. À 45, quoi, peut-être. Oui, voilà, 10 mais- minutes après, t'es déjà dehors. Non, mais même pas. Mais même pas. Imagine, tu descends 8 étages en 20 secondes, plus la petite bifurcation par le parking. Je veux dire, 57 secondes plus tard, je suis dehors, quoi. Et là, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on est l'été à Santiago du Chili. Il y a des gens qui sont bourrés dans la rue et qui comprennent pas ce qui se passe. Il y a des gyrophares. Il y a des femmes qui pleurent, des enfants qui pleurent, des enfants qui savent pas ce qu'ils foutent là, et moi non plus. Et là, dans la rue, il y a des plus vieux immeubles, et tu vois, il y a des balcons qui tombent, il y a de la poussière, il y a une confusion qui règne, c'est horrible. C'est très très bizarre comme sensation. Et puis t'es, comme plein de gens, en petite tenue dans la rue, quoi. Tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là, quoi? Et là, ils nous disent, re-rentrer. Parce qu'il ne faut pas rester dehors, parce que voilà, donc on reste en fait, tu sais, entre le hall et l'entrée, et pendant des longues minutes, il y a des répliques. Donc le tremblement de terre, il y a des répliques qui arrivent, et donc c'est très très effrayant, parce que tu sais, au moins la première fois, tu es surpris, tu ne sais pas ce qui t'attend. Là, tu sais ce qui t'attend. Alors, certes, les répliques, elles sont moins fortes. Et il y en a eu beaucoup. Ouais, je sais plus combien il y a de répliques, mais je pense jusqu'au lendemain matin, il y a eu, je sais pas, une bonne dizaine de répliques, ouais. Ah ouais. Je pense, ouais. Et tout ça jusqu'au lendemain matin, toi, t'es dehors. Enfin, t'es En entre fait, le hall et la rue. En fait, ouais, c'est-à-dire que on nous demande de rester entre l'accueil et la sortie où il y a les portes automatiques qui sont bloquées ouvertes. Mais on n'a plus confiance dans l'hôtel parce qu'il est fissuré de partout. Et en même temps, je pense qu'ils ont des normes sismiques. Donc l'hôtel, il est debout déjà au moins, quoi, tu vois. J'avais pris mon BlackBerry. Donc j'ai eu le réflexe juste d'appeler mes parents, quoi. Super. Je pensais à tes parents. Je suis sorti. Et quand je suis sorti, là, 3-4 minutes après que ça soit calmé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Et j'appelle. Et là, mon père décroche. Et il me dit, on est à Cabourg en train de manger des huîtres. Tu te dis, c'est super. Moi, je dis, je suis en vie, tout va bien. Il y a eu un tremblement de terre à Santiago. Et ça coupe. Voilà, c'est tout. Voilà, plus de réseau, plus de lumière, plus rien. Mais Même dans la rue, il n'y a plus de lumière. Non, on était dans l'hôtel, dans le hall de l'hôtel, plus ou moins dans le noir. Et on a attendu peut-être jusqu'à 5, 6, 7 heures du matin, comme ça, entre les canapés, le bar, le restaurant, à attendre et tout ça. Et le matin, quand vraiment les dernières répliques sont passées, ils nous ont dit, vous pouvez remonter dans vos chambres. Ok, donc je fais partie des gens qui veulent remonter dans leur chambre, déjà d'une part parce que t'as pas grand chose à faire, à part ça,
Puis Et récupérer tes de affaires. récupérer mes affaires. Et puis là, je t'avoue que je vais me doucher, quoi. Et j'ai encore de l'eau chaude. Et en pleine douche, là, il y a une réplique de la mort qui tue. Mais alors, le truc, je me dis, putain, mais je suis con, quoi. Donc, je me casse la gueule dans la douche, qui était une baignoire douche, tu vois. Et là, je me dis, bon, c'est bon. Je reprends mes affaires et je vais à l'hôtel. Je vais dans le hall du bas, quoi. Et puis là commence l'attente, quoi, en fait. Tu attends. T'attends quoi? T'attends de savoir ce qui va se passer, quoi. Parce que théoriquement, j'ai un vol, j'ai une connerie, C'est ça. il est 8h du mat, j'ai un vol à 14h pour, je sais plus si c'est Mexico ou pour Buenos Aires, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mhm. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Je commence à récupérer des informations comme quoi l'aéroport est hors d'usage. C'est-à-dire que Ah oui, l'aéroport, la tour de c'est logique. contrôle est HS, la piste, elle est plus utilisable, donc déjà, tu oublies, tu ne vas pas partir en avion. Déjà, c'est sûr. Au bout de peut-être 10-12 heures, donc on est fin d'après-midi, on commence à avoir de la lumière qui revient, en tout cas la lumière, mais la télé, et on commence à comprendre l'ampleur du débat, de ce qui s'est passé. Et en fait, il y a eu donc un tremblement de terre, et l'épicentre, il était exactement, Sous ton hôtel. pas sous mon hôtel, il était exactement à 800 km au sud, à Conception. Concepción. Ouais, voilà. Donc là, je veux dire, je suis parti là-bas à 20h, je veux dire, à 6h près, j'étais vraiment à l'épicentre. Il y a eu des morts Dans le tremblement de terre, il a fait, je crois, 621 victimes, voilà, en tout. Parce qu'il y a eu ce tremblement de terre et un tsunami derrière. Donc une bonne partie de la côte a été évacuée, malheureusement, pas tout le monde. Donc on a commencé à voir en direct, tu sais, comme sur les chaînes d'actualité et de news, bah voilà, tu vois les dégâts, tu vois les photos, tu vois les vidéos, et tu comprends que bon, bah, t'as de la chance, quoi. Et toi, à ce moment-là, t'es dans quel état d'esprit? T'es comment? Ça va à ce moment-là? Ça va mieux. Tu te dis, j'ai échappé au pire en fait, Ouais. donc ça va. Ouais, je me souviens qu'il y a mon patron allemand qui m'écrit, et je sais plus quel jour de la semaine on est le week-end, mais en tout cas, il me demande si ça va, et je lui dis, j'ai eu peur comme jamais. Ah ouais, Voilà. quand même. J'ai eu peur, mais oui, c'est la peur de ma vie. C'est-à-dire que moi, j'étais certain de mourir. J'étais persuadé, ok, l'hôtel va s'effondrer, je vais mourir. C'est une certitude. Ah Et waouh. en fait, c'est pour ça, je pense que j'ai réagi comme ça. Ça va tellement vite, c'est tellement surhumain de vivre ça que oui, je suis content d'être là. Et je suis content de simplement être assis à une table, à siroter je sais pas, un verre d'eau et voir les nouvelles que le tremblement de terre est terminé. Mon patron allemand me dit, voilà, vous rentrez comme vous pouvez, mais vous rentrez. Et en gros, il me dit, vous avez une semaine de vacances en France. Voilà. Ah ouais, super. Voilà, il me dit ça. Sauf que Tu peux pas rentrer? je peux pas rentrer, quoi. Mais attends, mais c'est une blague. T'appelles l'ambassade à ce moment-là? Non, j'appelle pas l'ambassade. En fait, quand j'ai eu ce job, Ouais. c'est parce que la personne qui travaillait pour la société allemande pour laquelle je travaillais avait démissionné. Et elle était responsable de l'Amérique latine et elle a démissionné. Et cette personne avait déménagé à Buenos Aires. Elle s'appelle Sonia. Et Sonia, elle a plus ou moins tout suivi parce qu'en Amérique latine, et elle a su que j'étais là-bas et elle a commencé en fait à organiser quelque chose pour moi. Mais moi, je ne le savais pas, quoi. Un rapatriement, quelque chose, quoi. Mais moi, je ne le sais pas. Donc, à un moment, on me met en connexion avec elle et elle me dit, Thomas, si tu arrives à venir à Buenos Aires, le reste, une fois que tu es à Buenos Aires, tu t'occupes plus de rien. Voilà. Je passe 3 jours à Santiago à chercher une solution et je ne sais pas, je ne trouve pas. Et puis à un moment, on m'explique, ça y est, il y a un bus. Il y a un bus qui va. Donc je me souviens, c'est que j'y vais en marchant. Tu fais tout en marchant, en fait. Ah Finalement, ouais, tu peux plus rien faire. bah, Les routes sont détruites. Bah, c'est le bazar déjà. Je me souviens que c'était le bazar. Après, attention, on n'est pas sur un tremblement de terre où tout s'est effondré et tout ça. La ville, elle continue à vivre, mais c'est que je suis dans une ville que je connais pas. Ouais. Les journées sont longues. Je sais pas ce qui va se passer. On me dit la gare routière est à 5 km. Moi, j'y vais à pied parce que j'ai le temps et parce que voilà, c'est l'été, il fait chaud. J'y vais. Je vais pas prendre le métro ou me mettre dans un truc, tu vois, ou Ah, dans quand un même. bus. J'y vais à pied, quoi. Et j'y vais là-bas et j'achète mon ticket pour Buenos Aires. C'est combien de temps, Donc c'est Santiago? 25 heures. Voilà, Ah oui, c'est très loin. c'est très loin. En fait, bah, c'est simple. Santiago, c'est une ville côtière du Pacifique.
Et Buenos Aires, C'est de l'autre côté. c'est l'Atlantique. Voilà. Et donc là, un soir, je me souviens, c'est que je prends ma valise, je prends mes clics et mes claques, je quitte l'hôtel et je vais au bus, quoi. Là, j'ai un trajet mais magnifique, quoi. Ah, c'est vrai. C'est somptueux. On a traversé. Alors ça fait peur parce que on traverse la cordillère des Andes. Ça fait hyper peur parce que vraiment c'est de la petite route. C'est de la petite route, tu sais, qui serpente, qui monte, mais c'est des paysages que j'ai jamais vus autre part, quoi. C'est des superbes montagnes. Je me sens loin de tout. Il y a des lacs, il y a des sommets enneigés. Et puis, il y a plein de gens dans mon cas, je pense, qui tentent de trouver une solution pour quitter le Chili et aller autre part. Donc, il y a une très bonne ambiance dans ce bus. Je me retrouve avec un Belge avec qui on rigole bien. Non, tu t'essayes de dormir, mais tu peux pas vraiment dormir parce qu'ils ont des bus, tu sais, Kama, semi-Kama, donc des lits ou des demi-lits. Donc, c'est plus ou moins confortable, mais ça reste un bus pendant 25 heures. Et puis, on arrive à Buenos Aires. Et là, en fait, j'arrive à la station de bus et Sonia me dit, il faut que tu ailles au Hilton. Donc, je vais au Hilton et là, au Hilton, ils m'accueillent, ils me disent, vous avez une chambre? Donc, elle me dit, je sais pas, il est 10h du matin et j'ai un vol vers 18h, je pense. J'ai un vol Buenos Aires-Paris. Tu dois être tellement content. Et je t'avoue, j'arrive à l'hôtel et ça fait un moment que j'ai pas dormi. Donc là, on me passe une chambre. Plutôt bien, une chambre plutôt haut de gamme. Et puis, je pense que je suis fatigué, mais je suis pas encore détendu. Et là, je vais au hammam et je vais à la piscine tout en haut du gratte-ciel là. Et je suis content de nager. Et c'est la première fois, je me souviens, c'est la première fois que je fais un hammam. J'avais jamais fait un hammam. J'étais très sauna. Et le hammam, j'avais du mal à respirer. Et donc, je vais dedans et ça a été un peu une révélation. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens du hammam du Hilton de Buenos Aires. Donc, ça fait assez prout-prout ce que je dis, mais en tout Pas cas. du tout, pas du tout. Et, tu l'as juste associé à un moment de bien-être. En fait, et là, il y a quelqu'un qui m'a parlé dans le hammam et il m'a dit oui, j'ai un collègue qui était aussi et il m'a parlé, il m'a rassuré. Donc, je me suis retrouvé dans ce hammam à parler à quelqu'un que je ne sais pas qui c'est, mais ça m'a beaucoup fait du bien de parler avec cette personne. C'était un businessman d'une 50aine d'années, mais qui avait été une très bonne oreille, une bonne épaule à ce moment-là. Oh, c'est beau ça. Et le soir, je me souviens, c'est que je prends un taxi et je vais donc à l'aéroport de Buenos Aires. Et donc là, je me retrouve dans un terminal pour attendre l'avion. J'ai mon ticket, j'ai mon sac à dos, j'ai enregistré ma valise. Et à un moment, on est appelé. Voilà. Et j'arrive, et je fais la queue et je donne mon ticket à la dame. Et là, la dame, elle prend mon ticket. Et devant moi, elle le déchire. Quoi? Et moi, donc là, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est? Et je suis vraiment, mais tu vois, dans ma tête, je fais, bon, bah, c'est bon, quoi. Il me garde. Oui, il me garde. Ils m'ont envoyé à Santiago, quoi. Mais vraiment, tu vois, je suis vraiment perdu. Et elle me donne un autre ticket. Première classe. Et là, je vois un A. Première classe. Première classe. Là. Je te crois pas. Je te crois pas. Et là, je rentre dans l'avion. Et donc, la fille, elle quitte son poste. Je t'adore. Elle quitte son poste. Attends, oui. Et elle reste avec moi. Elle me fait, Sonia m'a tout expliqué. Ah, j'adore Sonia. Et elle m'amène. Et dans l'avion, je vois que tout le monde rentre et va à droite. Bah oui. Eh ben non, les moi. blocs. Les nazes. Les nasos, les nuls, les nulos. Les pauvres, le peuple. Quoi, moi, habituellement. Quoi. Moi aussi. Et là, je me souviens, je vais à gauche, quoi. Et là, je suis vraiment dans le nez de l'avion, tu sais, le premier, 1A, et il n'y a personne devant moi. Et j'ai le siège, tu sais, je suis avec la Lufthansa, et et elle m'explique la tablette, le truc, et j'adore. Je savais que tu kifferais ce moment. je savais. Là, c'est incroyable. Et donc là, je me souviens, je m'assois, je suis dans l'avion, et là, quelqu'un me tape sur l'épaule. Pierce Brosnan. Bruce Willis. non. Et là, et on n'a pas décollé encore. Et donc, Monsieur Pélican. Oh là là. Je fais oui.
Je suis désolé, on va avoir 7 minutes de retard au décollage. Acceptez-vous cette petite coupe de champagne? Non, non, faites chier là. Et donc c'était complètement improbable, quoi, tu vois, improbable. T'es passé Ah du ouais, tout au tout. ah ouais. Et donc je me retrouve avec cette coupe de champagne que je bois, je pense, en une demi-seconde. Non, j'en sais rien, mais et je m'installe. Et là, on décolle. Et je me souviens très bien, c'est que c'était magnifique. Et Buenos Aires, c'est énorme. Je sais pas si tu vois, mais Buenos Aires, c'est une ville, je sais pas, c'est 5 fois, 6 Je fois. connais pas, j'ai que vu dans Et- Pékin Express. c'est- En tout cas, Buenos Aires, c'est une Mais moi, ville. je suis sur la première classe. Et on décolle, bah de toute façon, je continue. Et on décolle, et je vois le soleil, et je me suis dit, ça y est, normalement, j'ai un peu peur de l'avion. Ouais. Je fais souvent, ouais, non, je n'ai pas peur dans l'avion. Ouais, je suis pas rassuré dans l'avion. Tu sais, le réacteur ralentit un peu, je fais, oula, attention, il y a Ah pas ouais, de d'accord. météorite. Peut-être qu'on va mourir. Tu vois, je suis vraiment comme ça, mais à ma femme, à mon gosse, non, ne vous inquiétez pas, moi, l'avion, je n'ai pas peur. Si, je suis un peu flippé de l'avion quand même, je suis pas hyper à l'aise. Là, je suis hyper à l'aise. Je suis dans l'avion, je suis en première classe, on m'a passé une coupe de champagne, et là, bim, pareil. Monsieur Pélican, elle appuie sur un bouton, je sais pas quoi, il y a une table qui se met devant moi, la nappe, chou. Et là, Saumur Champigny, 2000, entrée, plat, dessert, tout. Je reprends du pinard et tout. Je mets une claque tout seul. Mais tout seul. Classique. Vraiment, je mange, je bois, j'en peux plus. Et Tu dois être déchiré en je plus. suis déchiré, mais je suis déchiré. En même temps, je te dis, je suis déchiré, mais en même temps, je n'ai pas dû boire tant que ça ou manger tant que ça. C'est que je m'effondre, en fait. Je dors. Ah oui, c'est normal. Je rouvre les yeux. T'as atterri. On est au-dessus des Pyrénées. Je n'ai pas vu passer le vol. Et là, je me souviens, c'est que j'atterris à Roissy. Et donc, mes parents. Et donc, moi, j'habite en Allemagne. Hein. Mhm. Donc, là, je suis à Roissy. Et donc, là, je me souviens très bien, c'est que il y a mes deux parents, tu sais, qui sont là, mon père et ma mère. Et puis, c'est marrant, je les vois avant qu'ils me voient. Mhm. Je m'en souviens très bien. C'est que, tu sais, je les vois attendre, tu vois. Mhm. Et un peu être anxieux. Voilà. Et puis, voilà, je retrouve mes parents, ma mère qui me prend dans les bras, et puis mon père derrière. Et puis, voilà, quoi. Et ça a été assez beau à ce moment avec mes parents. Ça a été assez fort. Et puis c'est marrant, je me souviens, c'est qu'on a pris la voiture. Je me retrouve à l'arrière de la voiture et on est allé manger ensemble au resto, tu sais. Des huîtres à Cabourg. Non, pas des huîtres. Moi, j'adore les huîtres. J'aurais bien aimé manger des huîtres à Cabourg. Mais en tout cas, ils étaient là. Et après, j'ai passé un repas avec eux. Et puis voilà, après, je me souviens, j'ai passé une semaine en France au mois de février, dans le froid. Mais là, vivant, et c'est tout ce qui comptait, quoi. Voilà. Mon Dieu. Ouais. Mais qu'est-ce que je foutais dans ce tremblement de terre, quoi. Qu'est-ce que je foutais dans ce tremblement de terre? Et en fait, Ça te fait prendre conscience de quelque chose? oui. Ça te fait prendre conscience de quoi? C'est-à-dire que peut-être pas sur le moment, mais en tout cas, je me souviens très bien, c'est que derrière, j'y suis retourné en Amérique latine, j'ai continué ce job, mais dans ma tête, je faisais pas quelque chose. Je faisais. Tu passais à côté de quelque chose? Oui, je passais à côté de quelque chose. Je ne faisais pas ce que je voulais. Je faisais peut-être potentiellement ce que mon grand-père avait voulu et ce que mon père avait voulu. C'était bien. D'un point de vue financier, culturel, commercial, c'est très intéressant. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je me souviens quand je me suis retrouvé face au parking, les voitures, les klaxons et tout ça, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Quand Et- tu dis le parking, c'est quand t'es descendu au Ouais, moins au un? moins un. C'est vraiment là où tu t'es dit, t'as eu un choc Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. au sens propre comme au Ouais, figuré? je pense, mais en tout cas, je me suis dit, putain, mais je suis pas au bon endroit, quoi. Je suis pas au bon endroit. Pourquoi je suis là? Et dans ma tête, je suis là. J'ai fait ce job, j'ai accepté ce job. Entre guillemets, c'est certainement pour continuer le travail héréditaire qu'on a fait dans ma famille, c'est-à-dire à faire ce job, diriger une entreprise et tout ça. Mais c'est pas moi ce que je voulais faire, quoi. Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je voulais, d'une part, je voulais monter sur scène et je voulais écrire. Voilà. Donc, j'avais commencé à écrire un petit peu avant, quand j'étais à Barcelone. Mais t'écris au début. Mais écrire quoi? Mais tu vois, t'écris des poèmes, t'écris des blagues, t'écris des.
je sais pas, t'as honte de ce que au début Oui. écrire, c'est nul, quoi. Tu dis, Mais c'est pas ça, c'est que t'es qui en fait? Ouais, voilà, C'est un peu ça. Ça va, Baudelaire? C'est vraiment ça. Et en fait, je me souviens d'une phrase de Jim Carrey, en tout cas, je l'attribue à Jim Carrey, ça se trouve, elle est de quelqu'un d'autre, et c'est Jim Carrey qui cite quelqu'un d'autre. Il dit mon père, je pense que c'est lui, il dit mon père a réussi à échouer à quelque chose qu'il aime pas. Donc, autant échouer à quelque chose qu'on aime, tu vois. Ben moi, j'ai failli mourir à quelque chose que j'aime pas. Ah ouais. Donc là, je me dis, faut faire quelque chose. Ah ouais, faut faire quelque Faut chose. faire quelque chose, quoi. Et alors? Et bah, j'ai mis du temps, hein, parce que ça, on est en 2010, mais je me souviens, c'est que dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible. Donc déjà, j'ai quitté l'Allemagne. J'ai mis du temps à quitter l'Allemagne, parce que d'une part, d'un point de vue financier, d'un point de vue... Carrière? mais tu vois, rien que même de reprendre mes esprits, parce que ce que tu sais pas, c'est que là, on est en 2010, et c'est que après, quelques mois après, je pars au Portugal, Mhm. et je suis bloqué pendant 3 jours au Portugal à cause du volcan islandais. Donc après, dans la boîte, on m'appelait le chat noir. Plus personne voulait partir avec moi. Parce que, du coup, je suis bloqué à Lisbonne à cause du volcan islandais. Donc tu vois, c'est un peu des signes, quoi. Faut écouter parfois. Mais c'est pas un truc du jour au lendemain, je fais allez, je me casse. Non. C'est des choses qui mettent longtemps à monter au cerveau, je trouve. Voilà, ça met du temps. Donc je me souviens, c'est que j'écrivais. Mais tu sais, c'est vraiment même tu rentres de vacances, t'écris un petit mail récapitulatif à tes potes. Et puis un jour, je me souviens, en Auvergne, chez des amis. Et puis plutôt que de mettre un SMS, bien rentré, merci, bisous, c'était super, j'ai mis un mail à une amie qui m'a dit, mais attends, c'est toi qui as écrit ça? Elle me dit, mais t'écris, c'est bien. Elle me dit, bah viens, je suis parti d'une agence de com, j'aime bien ta plume, viens écrire. Donc de fil en aiguille, je commence à écrire des choses qui me font gagner très peu d'argent, mais en tout cas, tu vois, déjà, tu te dis, bon, C'est bah, énorme. t'es content, quoi. Ah bah ouais. Et puis, mais voilà, mais écrire pourquoi, quoi? Écrire pour qui? Que faire, quoi? Et la scène, quoi. Voilà, c'est un rêve de Comment gosse. y accéder? C'est un rêve de gosse, mais tu te dis, moi, faut être honnête, dans mon entourage, pour mes parents, ou pas forcément pour mes parents, mais pour ma famille, les comédiens, les gens sur scène, c'est des gens qui sont entre guillemets, malades et qui doivent combler un narcissisme débordant et que ils ont besoin de la lumière pour vivre. Derrière, leur vie est nulle. Donc tu te dis, ouais, je vais pas aller vers ça parce que je suis pas comme ça, mais est-ce que tu sais pas, quoi, tu sais pas. Et donc, je me souviens, c'est qu'à un moment, je reviens donc en France, j'ai démissionné de mon job en Allemagne et je commence à monter un premier statut d'auto-entrepreneur en genre communication, quoi, tu vois. Mais au bout d'un an et demi, un an et demi de chômage, bon, force est de constater que Baudelaire n'est pas là. Voilà. Et donc, je reprends un job quasiment équivalent, mais en France, pour une société japonaise qui fait à peu près la même chose, mais qui vend des tracteurs. Et là, c'est Benelux, donc Belgique, Hollande, Luxembourg, Suisse, Autriche. Très bien, très bien. Basé à Paris. Très bien. J'habite dans la banlieue parisienne, super. On est en quelle année? On est en 2013. Ok. Et tu gagnes bien ta vie? Et là, je gagne encore, oui. Ouais, super. Super, mais voilà, il m'a mis un chèque sous le nez, le gars. J'ai fait, bon, ça fait 1 an et demi que je suis au chômage. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Mais toi-même, retrouver une équipe. Ouais. Et j'y vais. Et au bout de quelques mois, je me souviens, je rentre de vacances. Et je suis non, c'est pas possible, quoi. Je me retrouve chez un pote dans le 13e. Ça va, et on fait la teuf tous les deux. C'était, je sais plus à quel moment, mais je me souviens vraiment de ce moment où je suis dans son clic-clac, là. J'essaie de dormir et je tremble et je vibre et je me dis non, faut que je fasse de la scène, quoi. Faut que je fasse autre chose que du commerce export à gagner très bien ma vie, mais c'est pas ça que je veux faire, quoi. Et là, je rencontre des gens, notamment une fille dont j'ai oublié le nom, mais qui travaillait à l'époque, je crois, pour Anne Romanoff et qui après travaillait pour Dark Smile Productions, je crois, qui me dit mais Julia, elle s'appelle ouais, c'est Julia. son nom de famille. Son nom de famille, Moreau, son nom de jeune fille. C'est elle? Ouais, je crois que c'est C'est Julia. pas vrai. Ouais, je sais pas si elle se souviendra de moi. Et elle, je la rencontre. Elle me suit en plus, Julia. Ouais, écoute, on l'embrasse. Ah ouais, on Salut t'embrasse, Julia. Je sais pas si tu te souviens de moi, mais en tout cas, on s'est retrouvés énorme. on s'est retrouvés sur une terrasse. Elle me connaissait pas, et c'est Simon, mon pote, il me dit il y a Julia Moreau. T'es à cette soirée et tu parles à cette nana de tes envies. Non, je suis pas à une soirée. Je suis à une soirée avec un pote.
T'as une soirée, ok. Et Qui a- tu parles à cet inconnu de Et- tes envies. Et en fait, mon pote me dit, Julia, elle travaille dans l'humour, elle connaît des trucs, va prendre un café avec. Ah, d'accord, j'ai compris. 3-4 jours après, je me retrouve. Tu vas boire un café avec elle, j'ai Je compris. prends un café Et elle te conseille. et elle me conseille, elle me parle. Et moi, je ne connais rien. Mais je n'ai- sais. rien. Non, mais je comprends parce que j'ai été dans ta situation, Non, donc je sais à mais quel point on ne sait rien. je On sais est pas, perdu j'ai quand on n'est pas du jamais- milieu. Voilà, et puis voilà, donc elle me parle d'une école et donc à côté de Pigalle. J'appelle un numéro et puis il me dit il y a des auditions. Je passe des auditions, je n'ai jamais écrit un sketch, mais il faut écrire un sketch. Et puis je fais un sketch et je me retrouve face à 2 personnes. Et puis 3 jours plus tard, on m'appelle, on me dit Banco, ça commence en novembre, quoi. Et c'est tout. Magnifique. Donc fin novembre 2014. Novembre 2014, je commence cette école. Voilà. J'adore. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est déjà c'est un peu. Je me retrouve avec des gens comme moi. C'est comme moi dans le sens où on est tous dans cette incertitude de devoir écrire, de devoir interpréter. Je sais pas si tu sais, imagine tu veux chanter. Au début, tu commences par chanter Céline Dion et Maria Carey. Donc on nous fait faire des sketchs de Elise Moon, de Franck Dubosc, de tous les comiques qu'on connaît, voilà, et petit à petit, tu commences à écrire des choses à toi, à proposer des choses à toi. Je me souviens que les débuts sur scène sont très durs. Je me souviens très bien, c'est que Johan, mon professeur de technique d'interprétation, me disait, moi je comprenais pas, et je ne savais pas que quand on est sur scène, on ne voit pas le public. Tu sais. Donc je me retrouve dans un tout petit théâtre là, chez les Fous, et je suis à l'idée de ne pas voir les gens et de simplement faire une prestation, mais moi que je vois pas, ça me perturbait énormément. Et je me souviens, c'est que il m'a fait prendre mon texte, et il m'a fait faire mon texte en passant l'aspirateur, mon texte en étant assis, les jambes croisées, et en fait, petit à petit, les lacunes se sont enlevées. Et j'ai adoré commencer à travailler sur le texte, à travailler sur le corps, à travailler sur l'interprétation, l'émotion. Et je me dis, putain, mais c'est génial, ça existe en fait, quoi. Ça existe. Et puis je rencontre des gens avec qui je suis toujours aujourd'hui en contact. Et surtout, il y avait une personne qui était donc professeure à cette école, mais qui n'était pas ma professeure, que je trouve magnifique. Mais tu sais, c'est un peu compliqué à. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu comme si c'était absolument impossible même d'avoir simplement un regard de cette personne. Et Quel âge t'avais à ce moment-là? là, je suis en 2014, donc j'ai 30 ans. Et, un jour, Johan me dit, ben alors, Thomas, quel genre de nana Et puis je lui dis, bah, elle, Coralie, quoi. Et en fait, et ben voilà, ça fait. On est mariés avec Coralie. Mais non. Si, on s'est mariés en 2022. Voilà. Et donc c'est un truc, mais voilà, c'est parfois tu vois, il faut sauter, il faut y aller, et je crois que c'est la seule Mais fois. comment? Mais attends, C'est elle, assez- elle avait des vues sur toi aussi? Ouais, je crois pas qu'elle ait des vues sur un chauve un peu trapu avec des gros Tais-toi. sourcils. Je pense pas. C'est toi. Je ne pense pas. Mais je sais pas, mais en tout cas, tu sais, j'ai beaucoup. Le nom NON, tu l'as déjà en fait, quoi. Donc un jour, je me suis retrouvé dans une soirée. Elle était là. Elle était là. La première fois, j'ai été incapable de dire un mot. Je trouve qu'en drague, je suis hyper naze, quoi. Mais nul. Mais nul. C'est-à-dire que je n'ai jamais. Tu sais pas faire. Non. Mais c'est pas grave. Ouais. Et donc là, sauf que cette fois, je me suis retrouvé vraiment face à elle. Pff, bon, on nous avait bien préparé le terrain parce que elle aussi, on lui avait dit, il y a Thomas qui est intéressé. C'est pas vrai. Ouais, donc comment tout ça, et donc moi je suis arrivé, je me retrouve face à elle comme face à toi là. Aussi Et- impressionné, tu veux dire? Euh, et vraiment la première chose que je lui dis, t'imagines, t'as pas parlé à la personne, hein, tu lui as pas dit bonsoir, bonjour, machin, rien. Je lui ai dit, tu me plais, et c'est tout. Et ça a marché. Ça a marché, ouais. Bah, dis donc. Ça a marché. Je pense qu'on avait quand même, après, on a pas mal bu. Je me souviens, c'est qu'on a pas mal fumé aussi, et ça a aidé. Et puis, au début, je n'en sais rien, toi, je sais pas, je connais pas ta vie d'avant, et avant que tu sois maman épanouie et tout ça, mais
tu sais jamais. Quand je savais pas que ça allait. Bah oui. Je pense pas non plus. Elle s'est dit bon, ce soir-là, on est rentrés certes ensemble, mais on pensait pas que ça serait pour créer quelque chose comme ça. Et donc, elle m'a proposé avec le temps d'intégrer un spectacle qu'elle a écrit et mis en scène. Entre le moment où tu intègres cette école Ouais. et le moment Non. où elle te propose un rôle dans une pièce, tu as eu des opportunités Ouais. professionnelles pour jouer? J'ai joué dans une pièce l'été d'avant, Mhm. la Folie Théâtre. On a joué 33 fois une pièce, une comédie. Et tu avais été payé en cachet? Voilà, j'avais été pris. On est quand même fin 2018 et elle dit bon, ça y est, j'ai écrit un spectacle, une comédie, J'ai un rôle pour toi. j'ai un rôle pour toi. Ouais, donc là, moi, Oui, parce qu'en fait, ta femme, elle était prof à cette école, voilà. mais sa vraie formation, Oui. elle est auteur, metteur en Elle scène. est comédienne. Ouais, elle est comédienne. Comédienne, professionnelle, metteur en scène, autrice, confirmée. Et ça fait un moment qu'elle voulait écrire une pièce. Et donc cette pièce, qui s'appelle La Biche Repetita, on l'a jouée entre 2010... On a joué les premières fois, je crois, 30 et 31 décembre 2019. Mhm. Programmation tout de suite début 2020, Covid. Et donc là, après, ça a été un enchaînement pendant peut-être un an et demi, Bah tu oui. sais, avec les Covid, les restrictions, les masques, le gel et tout. Oui, ça a mis 1 an et demi pour qu'on s'en Voilà. sorte. Hein. Et puis après, on a fait Avignon 2022, 2023, 2024. Succès? Succès, ouais. Succès, oui, parce qu'on a fait beaucoup de dates de tournée, on a joué en province, on a fait 2 ou 3 programmations à Paris. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvé à jouer avec les gens que je voyais quelques années plus tôt sur scène. Et je me suis retrouvé surtout dans cette troupe, quoi. Et j'ai trouvé ça, mais... Et tu vois, je regrette pas, quoi. Tu m'étonnes. Je le regrette pas parce que c'est génial. J'ai une chance inouïe aujourd'hui d'être sur scène, de jouer et même à côté de ça, d'écrire parce que j'ai toujours continué à écrire, tu sais, plus ou moins dans la com. Donc j'ai toujours ce statut auto-entrepreneur et ce statut d'artiste-auteur. Donc parfois, il y a des agences de com et ou des clients en direct pour qui j'écris, tu vois, que ce soit des punchlines, des slogans ou même des mini-films et tout ça. C'est quoi tu dirais, en tant qu'auteur, ta qualité principale? C'est-à-dire que si on devait te dire, toi, t'aimerais travailler dans quoi en tant qu'auteur? En quoi tu penses le meilleur? Alors, j'ai un faible pour vraiment écrire des headlines et des punchlines, quoi. Ouais, c'est-à-dire que j'aime bien les phrases courtes qui ont un impact tout de suite, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai un compte Instagram sur lequel je publie quotidiennement J'ai vu. des petites phrases. Et je trouve ça, j'ai regardé et je trouve ça très, 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 très fort. Mais à côté de ça, j'ai écrit et j'ai coécrit un spectacle d'une femme, tu vois, elle a un seul en scène. Elle est venue me voir. C'est vrai, c'est Ouais, qui? Chloé Fleury. Donc, Je connais pas. tu vois, Chloé, elle avait une histoire très personnelle, une très belle histoire. Elle avait des sketchs, elle avait des idées et elle souhaitait être mise en scène par Coralie. Et moi, voilà, on s'est mis d'accord, on s'est retrouvés avec Chloé. On est parti 2 fois en résidence et on a écrit un spectacle d'1 heure. Magnifique. Voilà. Donc, tu vois, il y a... bien sûr, j'aime bien écrire des punchlines, des vannes, des sketchs. Je trouve que l'exercice d'écrire quelque chose plus sur le long aussi est très intéressant. Et c'est super intéressant d'écrire pour quelqu'un d'autre. Mhm. Parce que t'as pas la pression d'écrire pour toi et ça t'engage pas. Et c'est beaucoup plus facile d'écrire pour quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est génial. Donc, en tout cas, l'écriture fait partie de ma vie. J'écris au quotidien. Trop bien. J'écris tout le temps. Tout le temps. Et là, c'est quoi tes projets là? Déjà, j'ai un projet. On a un nouveau spectacle qui va sortir. Magnifique. Ouais. Comment ça s'appelle? T'as le Alors, droit de le dire ou pas? oui, je peux en parler parce que ça y est, on a eu les dates Trop bien. de confirmer. Donc, Coralie Lascou, mon épouse, Mhm. la chanceuse. La chance. La chanceuse, comme on l'appelle dans le milieu. Voilà, c'est ça. La femme du chauve. Non, Coralie a donc écrit un nouveau spectacle. Oui. Elle a mis en scène un nouveau spectacle qui s'appelle La poussière sous le tapis. Ok. Voilà, donc c'est une comédie un peu plus... C'est écrit comédie dramatique dessus, mais c'est hyper drôle. Ok. Et c'est un sujet très intéressant. Ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire d'une femme
qui s'est faite gifler par son partenaire de scène et qui rentre en furie dans sa loge et qui dit « Moi, je veux plus... Voilà, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol de foutre la poussière sous le tapis. Donc, on va m'écouter maintenant. » Voilà. Très dans l'air du temps. Voilà. Donc, J'adore. Elle s'est basée sur une histoire vraie. Malheureusement, l'histoire qu'a vécue Sarah Forestier. Sarah Forestier. T'es sûr, ouais. Qui malheureusement a vécu ça en vrai. Et donc Coralie s'est basée là-dessus. Elle en a fait un texte très drôle, mais également très touchant. On a fait la première le 4 décembre 2025. Ok. Et là, on va jouer du 10 juillet au 30 août. Donc on joue tous les vendredis, samedis, dimanches Où pour ça? les juilletistes et pour les haussiens. Mais où? Au à Paris Funambule, Ah. Montmartre, dans le 18e. Voilà. Ok, donc en fait, toute cette histoire, tout ce qui t'est arrivé, t'a mené à là, quoi. Ouais. M'a mené à là, ouais. Et t'es heureux, là? Ouais. Ouais, je suis heureux, ouais. Je suis très heureux. Il y a des hauts et des bas. C'est plus les mêmes rémunérations qu'avant, faut être honnête. Mais j'ai une chance inouïe de vivre, déjà, d'être comédien. De vivre, déjà, tu as raison de le dire. D'être comédien, d'être auteur. Parfois, je suis régisseur sur des films, sur des fictions. Parfois, je suis décorateur, je fais un peu de tout. J'évolue dans un milieu que j'aime, que j'adore. Je rencontre des gens extraordinaires, des réalisateurs, des premiers assistants. Si tu pouvais revenir à ce jour où tu es avec ton Blackberry et ton calbut dans le hall de cet immeuble et que tu pouvais t'approcher du Thomas de 26 ans pour lui dire quelque chose, Ouais. tu lui dirais quoi? Je lui dirais, crois en toi, écris et joue. C'est tout. Et c'est une phrase qui m'a marqué dans ce que j'ai lu et vu. Va vers ce qui te fait peur. Quand il y a un peu de danger, je ne parle pas du danger du tremblement de terre et tout ça. Non, bien sûr. Non, mais... Pour moi, l'écriture, le jeu, c'était quelque chose, entre guillemets, d'interdit et dont j'avais peur, en fait. Parce que c'était ça que je voulais, mais tu n'oses pas te le dire. Non, faut pas, c'est pas ça. Tu peux être commercial, gagner 10 000 euros par mois jusqu'à la fin de ta vie et ça va très bien aller, tu auras des vacances. Mais en tout cas, vas-y, écris et joue. Vas-y, fais ça. J'adore. Fais ça, que ça. Tous les jours. Tous les jours. Bravo Thomas. Et si ton histoire ça avait le titre d'un film? Ah, le titre d'un film? Ouais, quel serait-il? Le titre, ça serait La Faille. J'adore. La Faille, voilà. J'ai bien compris le double sens, évidemment. Ouais. Eh ben, merci Thomas. Merci non. beaucoup pour... Merci d'être venu témoigner dans ce Non, podcast. Merci à toi pour ton temps, ton écoute. J'adore. Un plaisir. J'ai pas l'habitude qu'on me remercie à ce moment-là. Mais non, vraiment, merci beaucoup. Quelque part, heureusement qu'il t'est arrivé ce qui t'est arrivé pour que tu te reconnectes au vrai Thomas. Ouais, après, je le connaissais pas. Tu le connaissais pas? Non. Tu penses pas qu'au fond de toi, tu savais déjà? Mais si, tu sais déjà, mais c'est comme s'il y a un petit garçon qui a 8 ans et qui rêve d'être footballeur professionnel. Je veux dire, il y a un paquet de garçons, il y a un paquet d'hommes qui ont 30 ans et qui ne sont pas footballeurs professionnels. Ouais, mais tu peux... Ouais, mais tu peux être entraîneur, tu peux... Voilà, tu vois, je ne suis pas Jean Dujardin et je ne suis pas Guillaume Canet, ni Bruce Willis. Mais honnêtement, on m'aurait dit à 15 ans, à 42 ans, tu seras comédien, tu feras du théâtre et tout. Ouais. Tu n'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Alors, et c'est là que je suis content en fait, je voulais pas avoir de regrets. Je voulais pas arriver à 65, 70, 75 ans et me dire ah, peut-être que j'aurais pu que j'aurais pu être comédien ou ça me fait trop mal au cœur d'imaginer ça. Moi, je peux pas. Ouais. Là, au moins, ok, c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours facile, mais tu kiffes. Je kiffe, ouais. Je kiffe, ouais. Je suis trop contente. Ouais. J'adore. Merci Thomas. De rien. Merci beaucoup. Toi, merci et longue vie. C'est quoi la pièce déjà? Rappelle-moi le titre. Alors, il y a La poussière sous le tapis. La poussière sous le tapis. Et théoriquement, il y a aussi un seul en scène qui devrait sortir. C'est vrai?
Est-ce qu'on Notamment on avec attend le titre ou tu peux le dire maintenant? Non, non, on attend. le titre, Attend. on va attendre, mais en tout Mais cas, ça il y sort aura. bientôt? J'aimerais que ça sorte début 2027. C'est sur cette histoire que tu viens En de me partie. raconter? Oh! En partie. Et bien plus. Oh. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci Thomas, merci rien. beaucoup. Eh ben dis donc, ça va? Ouais, ça va, c'était pas trop. C'était génial. Ah ouais? Mais quelle histoire! Oh, mais quelle histoire! Mais ça a dû être bravo, hein.